Suite de la dernière question, la préoccupation exposée depuis les États-Unis nous donne à penser qu'il faut intervenir peu, au risque de laisser penser que toute pensée est formulée, exprimée dans un intérêt politique précis. Encore une fois, je suis heureux de répondre à la demande de l'abbé Adenouno. Je vous présente mes excuses. Je suis heureux de répondre à sa sollicitation. Parce que, évidemment, le sujet, on l'a vu, est intéressant et a beaucoup intéressé. Je voudrais remercier chacune et chacun de la qualité des interventions qui appellent non pas au moyen d'une éloquence qu'on nous attribue. La vraie éloquence, c'est la sincérité dans les interventions. Il est difficile de construire les choses sur les choses ou les réalités qui ne sont pas vraies que de dire que ce qui est vrai selon soi-même et de le dire avec enthousiasme, sans difficulté. Et les réponses appellent évidemment cette sincérité. Je voudrais commencer par quelques réponses attendues. Parce que pour une rare fois, vous me permettriez d'expliquer et de me lâcher un peu. La première question à laquelle je voudrais répondre, elle vient du premier intervenant. Évoquer le certificat de conformité. Je voudrais l'assurer et le rassurer sur le fait que, en dépit de ma volonté réelle d'apporter les réponses, il faut qu'avec votre soutien, qu'on évite à celles et ceux qui ont fait partie des institutions de la République, qui délibèrent sur les questions intéressant notre vivre ensemble, d'avoir à s'exprimer sur les motivations de ce qui relève de leur délibération. La loi organique sur la Cour constitutionnelle nous l'interdit. La loi organique sur la Cour constitutionnelle nous l'interdit. Et la qualité de nos institutions dépend de la qualité du respect que les différents animateurs ont à l'égard de leur devoir institué par le texte. Mais sur la deuxième préoccupation essentielle qui me paraît préalable à toutes les autres explications, c'est celle que l'on évoque couramment, la ruse et la rage. Je voudrais quelque peu, non pas avec pour volonté de convaincre, mais d'expliquer, de m'exprimer là-dessus. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes des êtres humains et qu'il nous arrive, et comme il arrive à chacun, d'avoir à s'exprimer sur le fondement de ce qui est lié à sa propre conviction ou à ses sentiments. Je voudrais rappeler le contexte. Le contexte, c'est 2017. 2017, nous étions garde des Sceaux, ministre de la Justice. 2017, nous avons conduit, sous l'éclairage et la direction du président de la République, une réforme de notre Constitution. Avec une naïveté, je veux dire, une sincérité absolue. Une sincérité absolue.
je dois rappeler quelques éléments de cette révision de la Constitution, de ce projet de révision de la Constitution. Ce projet avait abouti. Toutes les institutions de la République, notamment la Cour constitutionnelle, les membres auraient été élus, les enseignants auraient désigné par élection leurs membres, les magistrats désignés par élection leurs membres, etc. La Cour suprême aurait été, on va dire, aurait eu son président élu par les pairs. Et bien évidemment, à l'époque, il est arrivé de dire à certains endroits que nous serions le dernier ministre de la Justice à siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Et que le président de la République ne siégerait plus. C'est le contenu de cette réforme en 2017. Cette réforme, avec ce contenu, nous l'avons soutenue à l'Assemblée nationale. 3 voix ont empêché son adoption. 3 voix que l'humain que je suis a considéré comme des voix ayant condamné l'adoption du projet par la ruse, puis comme des voix ayant condamné l'adoption du projet par la rage. Nous avons compris que nous n'avions pas été habiles, que nous n'étions pas dans la politique politicienne, que nous n'avions acheté personne, que nous n'avions rien fait d'éthiquement contrevenant. Et ce projet avait échoué de 3 fois. Je suis un humain. La politique, c'est une foi, c'est une conviction. Le président de la République a cru en cette réforme. Et puis, le conseil a été fait. Et vous savez, certains ici ont eu les échos. Nous avons dit, si c'est comme ça la politique, si ce n'est pas la ruse qu'on le fait, désormais, on va le procéder ainsi. Si ce n'est pas la rage, désormais, on va le procéder. Aujourd'hui, si vous permettez, qu'aujourd'hui, celles et ceux qui procèdent ainsi disent que la ruse, la rage attribue, ce n'est ni ma nature, ni mon caractère, ni mon éducation. Cela dit, mesdames et messieurs, il y a des sujets qui constituent la centralité de ce débat. Il y a des sujets qui constituent la centralité de ce débat. Le sujet des réformes politiques. Des réformes politiques. Je vais répondre à cette question avant de parcourir quelques autres préoccupations, proposant des réponses en forme de synthèse. Et puis, bien entendu, je vais m'interroger aux préoccupations de notre doyen Elias, avec qui nous devons avoir des débats de fond. Et aussi, en évoquant la question relative à la dévolution du pouvoir public politique, sur laquelle l'honorable Godonou est revenu. Évidemment, il faudrait que nous ayons du dépassement. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Il ne s'agit pas de parti X, de parti Y. Il ne s'agit pas d'une personne actuellement au pouvoir ou d'autres qui pourraient venir. Il s'agit de répondre à la préoccupation essentielle. Comment assurer la représentation politique de manière convenable, efficiente, efficace, pour que les Béninoises et les Béninois puissent avoir des solutions à leurs préoccupations. Dans un délai raisonnable, dans un monde en concurrence, tous les États sont concurrents du Bénin. La tardivité de la décision politique, la mauvaise qualité de la décision politique, ce sont des temps, ce sont des dizaines d'années, ce sont des siècles de recul en termes de développement. Comment faire pour que la décision politique soit une décision de qualité? Je n'ai aucun doute là-dessus, en fait, aucune retenue là-dessus. Si demain, à raison de cette réforme,
politique, les démocrates ont le pouvoir même seul à l'Assemblée nationale, j'en serais fier. J'en serais fier. Parce que, bien évidemment, ils auraient réuni les conditions tendues, premièrement. Et j'ouvre une parenthèse. Quand nous étions garde des Sceaux, autant de députés, autant d'institutions, autant de députés, autant d'intérêts particuliers. Et tous les présidents de la République de ce pays ont vécu cela. Ont vécu cela. Moi, j'ai été élu dans la 16e circonscription électorale. Combien de fois j'ai mis pied à Parakou avant d'être élu député? Combien de fois j'avais mis pied dans la Donga avant d'être élu député? Député de la nation. Et puis à l'Assemblée nationale, je vais penser à quoi? Je vais penser à l'alternative citoyenne. Je vais penser aux élus de Cotonou. Je vais penser à la 16e circonscription électorale. Et quand je vois que les députés élus dans ces conditions rencontrent les autorités qui ont besoin de faire prendre des décisions au nom de l'intérêt national, il faut négocier avec chaque personne. Il faut savoir dans quelle ambassade on va envoyer l'enfant de terre. À quelle direction d'une société on va désigner le membre de tel parti. Combien on va distribuer. Tous les présidents de la République, y compris le président auquel a succédé le président Patrice Talon, tous les présidents de la République ont vécu cela. La préoccupation. Et pendant que on discute, on marchande, on résiste, on dénonce, on quitte, on revient, c'est le temps pour la bonne décision du Bénin qui fait le défaut. Ce sont les autres États qui nous dépassent. C'est l'école que l'on ne construit pas. Ce sont les maîtres que l'on ne recrute pas. Ce sont les médecins qu'on ne recrute pas. Ce sont les routes qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas dans la qualité. Et je souhaite que certaines personnes prennent conscience de cela. Ça dépasse nous-mêmes individus. Il faut répondre à cette préoccupation. Et comment répondre à cette préoccupation sans lier à la question de l'unité nationale? Aujourd'hui, regardez les députés, quelles que soient nos difficultés, y compris au sein des partis de l'opposition, quelles que soient les difficultés, nous hésitons à dire que nous quittons. Vous pensez qu'il n'y a pas de difficultés dans les partis? La loi nous condamne à vivre ensemble. Voilà. La loi nous condamne à vivre ensemble. Comment? Politiquement. On va éviter de vivre ensemble pour appeler les Béninoises et les Béninois à vivre ensemble. C'est politiquement. Les règles ne sont pas posées. Les limites ne sont pas faites. Les exigences, l'impératif n'est pas mis en perspective. Et que le politique qui aspire à gouverner, à diriger le Bénin, à représenter les Béninois, il peut facilement quitter, il peut facilement laisser, il peut facilement contester, il peut facilement remettre en cause. Comment il va nous appeler, nous autres, Béninoises et Béninois, à rester ensemble? C'est la seule préoccupation auquel les réformes ont répondu. Et deuxièmement, mais imaginez-vous, quels sont les coûts de l'action politique dans le système antérieur? Et comment finançait-on cette action politique? On finance cette action politique de sa poche. On finance cette action politique dans la perspective de se faire rétribuer après. Aujourd'hui, les partis politiques d'envergure nationale, et il faut qu'ils en soient ainsi, financés par l'État, subventionnés dans une proportion importante, parce que l'action politique est une action publique. Dans un État qui aspire au développement, il faut faire en sorte que les hommes et les femmes qui choisissent de servir l'État en faisant la politique ne soient pas exposés aux tentations qui leur permettent après de priver l'État de ses ressources. Alors pour toutes ces questions, il faut regarder la réforme dans son esprit. Et nous sommes tous. Et puis on dit 20%, 10%. Ce n'est même pas ça là. Le vrai débat. Le vrai débat pour l'unité nationale,
à quelle exigence sommes-nous, nous politiques, prêts à faire? Et vous me dites que mon enfant qui va à l'école revient avec un bulletin et il a 14 de moyenne. Il a toujours eu 12, 13, 14 de moyenne. Et moi, parent, je ne lui dis pas, ah, tu as toujours 14 de moyenne, mais tu peux avoir 18 de moyenne. C'est ce que nous disons à nos enfants. Avec 10%, j'ai réussi à un examen. Et le parent qui est notre peuple, qui est le souverain, nous lui reprochons, nous regrettons qu'ils nous disent, et il y a eu 10%, qui nous disent que nous sommes capables d'avoir 20%. Quelle est cette éthique? Quelle est cette logique? Je voudrais vous dire avec la sincérité, si l'Union progressiste, le renouveau que j'ai l'honneur de présider, n'est pas capable d'avoir 20%, elle n'est pas capable de représenter dignement les Béninois. Aujourd'hui, chers compatriotes, aujourd'hui, pourquoi tous les politiques courent dans tous les périmètres de ce pays, tous les territoires de ce pays, à cause de cette loi? Autrement, nous aurions fait quoi? Chacun dans sa circonscription. Et nous devons faire nation. Politiquement, il faut le faire. Je comprends bien les difficultés. Ce sont les difficultés du début. Je me souviens lorsque le taux de 10% a été fixé, le même débat a été fait. Personne n'est capable d'avoir. Mais pour le Bénin, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Si nous ne sommes pas capables d'aller à Karimaman, d'aller à Mananvi, d'aller à Naxtengu, d'aller à Bougoumbe, d'aller dans le Koufo, dans le plateau, partout, parce que nous sommes partis voulant incarner le Bénin. Comment nous serons justes dans les choix au profit de cette population? Comment nous serons justes dans les choix au profit de cette population? Cette question sur laquelle chacun est revenu, je pense qu'il faut savoir raison garder. On dit souvent qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Oui, qui craint de souffrir, souffrons moins de ce que nous craignons. Et à toute législation, il faut une épreuve. Il n'est pas exclu. C'est dans la nature de la loi d'être réformée. Mais il faut exécuter la loi. Il faut appliquer la loi. Il faut vérifier si notre société et nous-mêmes, si nous sommes capables d'atteindre les maxima exigés de nous, nos sportifs, les départs du Bénin. Quand ils ne se battent pas, quand ils n'ont pas eu des victoires, qu'est-ce que nous disons? Nous souffrons. Parce que nous voulons qu'ils se comparent aux meilleurs du monde. C'est notre exigence. Pourquoi ne pouvons pas exiger de nous-mêmes d'être les meilleurs? Je voudrais que, sur cette question, quelles que soient les difficultés, elles sont réelles. Mais partons-nous. Ce qui est bon pour un parti est bon pour l'autre. Ce qui est difficile pour un parti est difficile pour l'autre. Alors, quelques préoccupations prises ça et là. Non. Ne pensons pas que nous militons pour que la force évince le droit dans notre pays. Tout le contraire. C'est ce qui se passe à l'étranger. Regardez, Proche et Moyen-Orient. Regardez Ukraine. Regardez la RDC. Regardez partout. Le monde est violent. La violence est revenue. Le monde n'a pas été pris de convulsions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On fait des incursions dans un État. On dépose un pouvoir d'État. Nous ne devions pas être insensibles à cela. Nous devions regarder cela et tirer les conséquences. Dans la prise des décisions, voyez la force de la force.
la force du rapport de force au plan mondial. Les importations de l'Afrique du Sud aux États-Unis, les préoccupations que cela pose si les mesures d'un État souverain, États-Unis, deviennent des mesures durables. Quelles sont les conséquences sur la vie des citoyens dans ces États-là? Et nous aussi. Regardez dans notre région ce qui se passe à nos frontières du Nord. Nous ne pouvons pas être insensibles parce que cela impacte la vie. Et quand on regarde tout cela, on doit, en tant que responsable, se poser une question politique essentielle. Comment nous allons assurer la gouvernance de notre pays pour que même si cela se passait, nous puissions tenir? C'est la réponse que Patrice Talon a fournie à cette question lorsque le Nigeria a fermé cette frontière. Moi, je me souviens, dans les années, je crois, 2004, lorsque le Nigeria a fermé ses frontières. 2 semaines ont suffi. Je ne vais pas en dire plus. Mais aujourd'hui, tout au moins le dispositif mis en place, on ferme la frontière à l'est, on ferme la frontière au nord. Et pourtant, nous allons à l'école, nos enfants vont à l'école. Nous allons dans les centres de santé. J'ai l'habitude de dire que de nos frontières jusqu'à Fadangouma, ce sont des enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les femmes. Ils n'ont plus d'hôpitaux. Ils n'ont plus d'école. Ils n'ont plus rien. La désétatisation de l'État que l'on voit ailleurs. Quelles sont les mesures que nous sommes capables et les restrictions que nous sommes capables de nous imposer pour que nous puissions nous éloigner de cela? Et je remercie l'honorable Godonou. La question de la sécurité et de la défense font partie des impératifs. Et c'est vrai. Et là, nous devrions, en 2016, à l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, nous étions loin de penser que les premiers investissements, les investissements colossaux dans ce pays, c'est le parc Pendiari, qui devrait offrir au Bénin, à tout le Bénin, les ressources substantielles pour s'occuper d'autres secteurs du développement qui pouvaient anticiper sur ce qui s'est passé après. Ça devient même une réalité que nous devrions prévoir. C'est parmi les exigences. C'est un impératif, la sécurité, la défense. Donc voilà, nous devions faire en sorte que notre État reste un État de droit. Mais à quelles conditions? À quelles conditions? J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Et c'est important. Quand il n'y a que le Christ qui puisse multiplier le pain et le vin, donner du poisson à tout le monde, le politique doit tenir compte des contraintes internes, des contraintes externes, et faire des choix. Si nous considérons que notre État de droit est un bijou, est un trésor, et c'est ma considération, nous devons répondre à la question de savoir quel prix nous sommes capables de souffrir pour maintenir l'État de droit. Nous devons répondre à cette question. Ce n'est pas une question de proclamation. Nous ne devons pas regarder notre État de droit, nos institutions, comme des éléments du décor devant lesquels nous nous satisfaisons. À quel prix nous devons souffrir pour préserver, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ailleurs, quand on révise les constitutions, c'est pour rester. C'est dans l'esprit, c'est dans la culture du Bénin que on ne fait rien pour rester. On fait tout pour l'autre. Quel est le prix que nous allons payer pour maintenir ça? Pour transmettre cela. C'est cette question qu'il s'agit autour de la bonne gouvernance. Et je suis d'avis
avec l'honorable Kassa, il n'est plus là. Durable. Durable. Parce que si la gouvernance n'est pas durable, elle est égoïste. Si la gouvernance constitue à nos contemporains, consiste, on va dire, à notre égard, nous contemporains, nous qui vivons aujourd'hui, de nous répartir à nous seuls cette bouteille d'eau, de ne faire aucune économie, de n'envisager rien pour demain, nous aurions été des politiques égoïstes et un peu égoïstes. D'ailleurs, individuellement, nous prévoyons, nous organisons notre patrimoine dans l'esprit de transmettre à nos enfants, même si nous n'en avons pas, même s'ils ne sont pas encore nés. Il en va ainsi de la qualité de la gouvernance du bien public. Donc, il faut que la gouvernance soit durable. Et il faut que la gouvernance respecte l'environnement, parce que c'est le bien que Dieu nous a donné. C'est le bien. La nature, c'est, on va dire, le bien que Dieu nous a donné. Et notre mission, c'est de la transformer, de la rendre belle, capable d'être transmise aux générations à venir. Et pour cela, il faut que les choix soient des choix efficaces, mais que les solutions soient des solutions durables. Alors, j'ai souri lorsque l'un des intervenants dit que sur le plan intellectuel, il nous suit bien, mais sur le plan politique, etc. Et Elias est revenu là-dessus. Non. Il n'y a pas d'être différent. Vous êtes vrai, vous êtes vrai. Vous êtes faux, vous êtes faux. Il n'y a pas d'intellectuel qui soit différent du politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les interpellations, les interrogations. On a marché à un moment donné pour éviter que le droit de grève soit retiré. Et puis, on est en responsabilité. Et heureusement, la correction est arrivée. On a admis les restrictions au droit de grève. Mais c'est vrai. C'est vrai. Monsieur Elias, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est ce que nous disons depuis en responsabilité politique. C'est cette bouteille à partager. Je ne vais pas te dire que tout le monde doit avoir de l'eau. Dans une posture antérieure, on peut dire ça. Je ne vais pas te dire que tout le monde aura un toit. Dans une posture antérieure, on a dit ça. Ce n'est pas de dire que tous celles et ceux qui ne voient pas doivent avoir des lunettes et que l'État doit subventionner. Dans une posture antérieure, on a dit ça. C'est la posture de la revendication. Le politique est dans la posture de la décision. Et la décision, c'est ce que nécessairement doit être fait, même si on ne satisfait pas tout le monde. Et ce n'est pas, c'est l'espoir, c'est l'espérance, mais on y arrive difficilement. Mais que les décisions, que les solutions consécutives à cette décision soient des solutions justes et équitables. Vous voyez? Et je vous invite, vous avez une riche expérience. Vous avez la faveur. Quand vous parlez, tout le monde applaudit. Parce que vous ne prenez pas de décision. Quand vous parlez, tout le monde applaudit. Parce que vous ne prenez pas de décision. Prendre une décision, c'est faire souffrir. Et c'est en cela que je demande à chacun de respecter les juges. Les juges, quand ils prennent une décision, qu'une partie ne pleure pas, ils n'ont pas pris de décision. C'est ce qu'il faut voir dans le politique. On peut critiquer la manière de procéder, on peut critiquer quand on souffre, on peut critiquer, je l'admets, c'est normal. Mais si restreindre le droit de grève permet, depuis 2016, à tous les enfants de ce pays de ne pas connaître une année blanche,
À la vérité, qu'est-ce qu'il y a de mal? Moi, j'ai connu 2 années blanches. J'ai connu une année blanche quand j'étais au collège, au pied. Je venais chaque fois quand on annonce la reprise, juste pour passer d'année en année, de classe en classe. Chaque fois. Ceux qui avaient de l'argent ont envoyé leurs enfants au Togo, en Côte d'Ivoire, en France. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu ça. Avec un père qui est pauvre, avec une mère qui est pauvre, avec mes sœurs qui ont été déscolarisées. Si vous avez vécu ça, vous allez dire qu'il y a une raison à faire en sorte qu'aucun enfant ne manque l'école. Et ça, c'est un choix politique. Pour le plus grand nombre, est-ce que nous nous arrêtons pour évaluer le coût social des interruptions dans les écoles? Les grossesses précoces, les sorties de piste. Et ça agit sur le capital humain que nous devons assumer durant de génération en génération. Ceux qui sont de ma promotion, ne prenez pas ma personne. Ça, c'est une exception. Un État ne doit pas créer des conditions de promotion, de valorisation exceptionnelle. La valorisation doit être normale pour tout le monde. Et ça, c'est le politique qui décide. Et c'est pour ça, M. Elias, je vous demande de venir en politique. Vous en avez déjà l'âge. Vous avez déjà l'âge. La question de l'enseignement, bien entendu, la question de l'éducation. Un jeune a une raison. Le système LMD. Et je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Il y a des thèses professionnelles et des thèses de recherche. Quand vous faites une licence professionnelle, lorsque vous allez à l'université et que l'université organise des thèses professionnelles, vous pouvez avoir accès à ces thèses professionnelles. Mais vous ne pouvez pas faire une licence professionnelle et faire une thèse de recherche. Mais deuxièmement, la question de l'enseignement, du modèle de l'éducation, et j'étais soulagé que beaucoup de personnes sont revenues là-dessus, est une question en débat et que le débat est fait heureusement. Nous produisons, nous formons pour satisfaire les besoins que nous n'avons pas et nous ne formons pas par rapport aux besoins que nous avons. Et c'est ça qui donne le chômage aussi. Nous avons des besoins pour lesquels nous ne formons pas, mais nous formons pour les besoins que nous n'avons pas. Dans cette salle, nous avons besoin de ceux qui vont réparer les climatiseurs, les lampes, etc. Quotidiennement, nous avons besoin de ça. Nous portons tous des chaussures. Nous avons besoin de bons cordonniers. Nous avons besoin de tailleurs. Nous avons besoin de médecins. Nous avons besoin de tellement de choses. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que nous étions à la Cour constitutionnelle, et il a fallu rénover le bâtiment de la Cour. Vous voyez les carreaux qui ont été mis. Quand ce choix a été fait, nous n'avons pas de main-d'œuvre au Bénin pour placer ces carreaux. L'opérateur a recruté du Nigeria. C'est de l'emploi que nous perdons. C'est de l'emploi, c'est l'argent du Bénin avec lequel nous finançons le travail ailleurs. Et ça, il faut s'attaquer au système éducatif pour répondre à une préoccupation. Le système éducatif doit nous permettre de répondre aux besoins que nous avons. Essentiellement, on peut faire autre chose, mais ça ne doit pas être la partie la plus importante. Et je pense que c'est ça qui donne lieu à la réforme qui consiste à renforcer le secteur technique, le secteur professionnel, et à dynamiser notre université. Mais je voudrais très rapidement répondre à Zola. Il y a des mauvaises solutions pour de bonnes réponses, pour de bonnes questions. La question des concours publics a été un déterminant important dans le choix de 2016. La question de la transparence
la question de l'organisation des examens et concours, d'accès aux professions et pour lesquelles l'État met en œuvre les moyens pour organiser. Mais nous avons parlé de la bonne gouvernance, c'est le critère de compétence. Dites-moi, sur toute l'étendue du territoire, il faut préparer les jeunes, réunissant les conditions pour aller à ces examens, c'est une bonne réponse. Mais départementaliser, c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Parce que finalement, ça va aboutir à une sorte d'ostracisation. D'ostracisme, je veux dire. Ça va aboutir à une forme d'ostracisme. On va identifier les gens par rapport aux régions, aux départements dans lesquels ils ont été retenus. Et deuxièmement, nous devions tenir à l'exigence de la compétence parce que on ne forme pas seulement pour le Bénin. Nous ne formons pas nos enfants pour le Bénin, seulement le Bénin. Nous devrions faire en sorte que dans la tête de nos enfants, qu'il y ait des étincelles de la conquête du monde. Les enfants que nous formons doivent prétendre désormais aux emplois en Chine, doivent prétendre aux emplois en Inde, doivent prétendre aux emplois aux États-Unis, doivent prétendre aux emplois au Nigeria, aux emplois en RDC. Voyez-vous? Et c'est en cela que les Béninois sont reconnus. Et nous devions faire en sorte que le système éducatif maintienne et renforce ce que on fait de si bien et par rapport auquel on dit que nous rayonnons un peu partout. Il faut renforcer ça. Et donc, il faut éviter les mauvaises réponses, même si les mauvaises solutions, même si la question est bonne. La gouvernance est un acte de rigueur. La gouvernance est un acte de rigueur. Surtout pour notre propre patrimoine, nos patrimoines privés. Si nous n'y mettons pas de la rigueur, nous nous appauvrissons. Et l'État ne veut même pas que nous nous appauvrissions. C'est pour ça que, juridiquement, lorsque vous gérez tellement mal votre patrimoine, l'État peut vous placer sous tutelle ou sous curatelle parce qu'il a intérêt à ce que vous ne devinez pas une charge pour l'État. La bonne gouvernance, c'est d'abord son patrimoine privé, c'est vrai. Et surtout avec rigueur, cette exigence pour le patrimoine privé, il est de bon ton, il est tout à fait normal qu'on l'élève à l'occasion de la gestion des biens publics. Je pense que à vouloir répondre à toutes les... Oui, je pense que j'ai déjà résumé. J'ai déjà résumé. Je voudrais, sur la question de la stabilité politique, Honorable Godonou, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut la stabilité politique. La seule chose, peut-être la seule différence, il ne faut pas la stabilité politique selon ses propres vues, selon sa propre volonté. Il faut la stabilité politique pour tout le pays. Et c'est ce à quoi on va dire même depuis 90. Il y a une stabilité dans notre pays. Ce que nous faisons et ce que demain, Honorable Godonou, si vous avez encore plus de responsabilités, vous devez faire, c'est renforcer ce qui est fait aujourd'hui. Il faut que la stabilité politique soit maintenue, soit renforcée. Et c'est quoi la stabilité politique? Ce n'est pas de regarder l'océan Atlantique à la surface tranquille, mais à l'intérieur, ça bouge. Ce n'est pas la stabilité de surface, c'est la stabilité de fond. C'est pour ça que nous avons parlé de résilience. Il faut renforcer les fondations pour que, à l'arrivée d'une tornade, on évite de voir s'écrouler l'ensemble. C'est ça la stabilité politique. Et ça dépasse nos propres obédiences politiques, nos propres convenances politiques. Je pense que je vais m'en arrêter là parce que quand les lumières commencent par s'éteindre,
C'est une manière de vous dire que vous avez usé de votre temps. Je voudrais vous remercier de votre attention. Merci. Bon, je pense que